C'était un vendredi comme les autres. C'était le 12 juillet. Il faisait vraiment chaud. Je m'en rappelle, il faisait chaud. Et il y avait moi et 2 collègues. On travaillait ensemble sur le 12e étage. Nous sommes sortis sur la plateforme pour fumer une cigarette. Nous l'appellerons Pedro. Il veut rester anonyme car il craint des représailles si les grands chefs, comme il le dit, apprennent qu'il témoigne. Pedro est un des ouvriers engagés sur le gigantesque projet immobilier de Maléphare, dans la banlieue de Lausanne, une méga tour de 60 mètres qui doit héberger 96 appartements sur 15 étages. Ce 12 juillet 2024, le chantier est bien avancé. On a entendu sous nos pieds cet échafaudage qui a fait comme un mouvement en avant, comme ça, bam, bam. Et j'ai dit ça, c'est bizarre. Après, on a commencé à rigoler et j'ai dit, je ne sais pas s'il va tomber. Franchement, on a dit ça pour dédramatiser. À 9h17, on rentre dans le bâtiment, on fait 5-6 mètres et j'entends comme une explosion. Mais vraiment une explosion. Un bruit que je n'ai jamais entendu de ma vie. Un bruit de bois, de métal. Et moi, je n'ai rien compris. Je me suis retourné et j'ai vu l'échafaudage qui tombait d'un étage sur l'autre. Bam, 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 bam. Ce jour-là, il faisait vraiment chaud. Mais dans mon corps, j'avais vraiment froid. J'ai vu tout l'échafaudage par terre. J'ai vraiment réalisé ce qui se passait. Je n'oublierai jamais. À 5-6 mètres de moi, il y avait une grande tache de sang par terre. Moi, ce qui m'est resté dans la tête, c'est les odeurs de métal et de sang. J'ai vu l'enfer. Sous les yeux de Pedro, l'échafaudage qui s'est effondré emporte des dizaines d'ouvriers dans sa chute vertigineuse. Il précipite dans le vide les malheureux, fracasse et mutile les corps. Le bilan est effrayant. 3 morts et 11 blessés, dont 5 grièvement. Pourquoi s'est arrivé cet accident ? En Suisse, on ne s'attend pas à un accident aussi grave. On parle de sécurité tout le temps, mais elle est où la sécurité ? Maintenant, sur les chantiers, il n'y a plus de sécurité. L'enquête pénale est encore en cours, mais les premiers éléments dont dispose en présent indique que bien avant la chute de l'échafaudage, on se posait déjà des questions sur les conditions de sécurité de sa construction. Et de manière générale, le drame de Malais vient relancer des questions sur la sécurité qui font mal. Qui est responsable ? Qui était chargé de la contrôler ? Et pourquoi encore tant de morts et de blessés sur les chantiers suisses ? Cette journée, déjà c'est lui qui m'a emmenée au travail. Donc on a fait la route à 2. Il est parti, on s'est dit à ce soir. Et puis je l'ai jamais revu, quoi. À 11h, il y a un de ses frères qui m'a appelé en me disant qu'il y a eu un grave accident, mais qu'il n'en savait pas plus. Vu que j'étais enceinte, je pouvais pas aller sur les lieux parce que les déplacements pour moi étaient difficiles. Il est 18h ce 12 juillet 2024 quand on annonce à Mélanie que son compagnon William, père de son enfant à venir, a été tué dans l'accident. Et là, c'était le cauchemar qui commençait, quoi. Il y avait tellement eu de dégâts sur son corps que on a pu voir que ses mains
et ses cheveux. Et c'est son frère qui l'a reconnu comme ça. C'est comme si je m'étais dédoublée et je me regardais souffrir en fait. Je criais, je pleurais. Et puis il a fallu assumer un accouchement. Oui. Comment ça s'est passé? Et puis le lien avec un bébé qui arrivait, un petit garçon. Horrible. Horrible, l'accouchement, il était pas là. J'ai quand même demandé à ma sœur d'être présente. Au moins avoir quelqu'un, mais c'était pas pareil, quoi. Et quand j'ai accouché, dépression totale, je faisais que pleurer. J'avais plus envie d'être là. Je le faisais uniquement pour mon fils. Et je le fais encore pour mon fils. Dans les jours qui suivent, Mélanie trouve le courage d'aller déposer un bouquet au pied de la tour de Malais, en hommage aux victimes. Il y avait encore l'échafaudage qui était au sol, qu'ils étaient en train d'enlever. Et j'étais en bas de l'immeuble et je regardais la hauteur. Et je me suis dit, c'est horrible. Et j'espère vraiment qu'il n'ait pas souffert. Juste de savoir vraiment ce qui s'est passé. Je sais que ça ne me le rendra pas, malheureusement. Mais au moins de savoir le pourquoi. La catastrophe de Malais suscite une émotion considérable en Suisse romande. Une unité spéciale du ministère public vaudois mène l'enquête depuis 10 mois dans le plus grand secret. Mais le lendemain de l'accident, déjà, les conditions générales de sécurité qui règnent sur les chantiers sont mises en accusation. Le plus étonnant, c'est qu'aussi bien le syndicat UNIA que les représentants des entreprises du bâtiment, les patrons de la construction, dénoncent à l'unisson une certaine dérive. C'est clair que dans un cadre où il y a des délais de plus en plus courts, du stress qui augmente, et en plus, j'ai des gens moins qualifiés sur les chantiers, c'est un peu un mélange explosif pour aller vers le pire. Dérive, oui, je pense qu'on a sacrifié beaucoup de choses à l'idée qu'on pouvait aller le plus vite possible et construire le plus vite possible. Et je pense qu'on commence à aller un peu trop vite. Et on commence à mettre une pression trop importante sur les entreprises. Et on constate que la pression sur les délais, la pression sur les prix est de plus en plus importante. Et on constate qu'elle a un effet sur les risques encourus qui sont plus élevés. Et qui dit risques plus élevés, dit probabilité d'accident plus importante. Démonstration avec une affaire emblématique qui dure depuis 10 ans. C'est l'histoire d'un chantier chaotique, sous pression et à la sécurité défaillante, et qui a coûté ses jambes à Mario Fernandez, handicapé à vie. Je me sentais en pleine forme. D'ailleurs, on m'avait souvent posé la question si je voulais prendre la pré-retraite, mais moi, sincèrement, je me sentais en pleine forme. Je ne me voyais pas arrêter tout de suite. Je voulais travailler jusqu'à 65 ans. Et malheureusement, l'accident il est survenu 14 jours avant mes 61 ans. Et voilà, ce qui m'a rendu paraplégique, qui me trouvait assis dans un fauteuil roulant. Nous sommes le 12 novembre 2015. Mario, un carreleur de grand talent, met la dernière main au Spa du Royal Savoie, un hôtel de luxe à Lausanne, propriété du Qatar. Un chantier de rénovation complexe de plus de 100 millions de francs. Vers midi, Mario s'apprête à prendre sa pause. On avait un bidon à ce niveau-là. On mettait un pied sur le bidon pour se hisser sur la plateforme en bois. Et ce jour-là, le bidon a glissé quand j'ai voulu mettre mes bidons au-dessus de la paroi. Et quand il a glissé, j'ai suivi le bidon. Et je suis parti sur 4,50 m. Et mon dos a tombé sur les marches qu'il y avait en dessous. Un trou béant qui devrait normalement être condamné sert de passage aux ouvriers et au matériel. Pas de protection, pas de barrière. La chute ne pardonne pas. Pendant longtemps, j'ai pensé que j'avais tombé avec le dos sur un tas de bois. Comme si vous poussez du bois avec votre dos. En réalité, c'est les vertèbres, quand ils se sont brisées,
C'est le bruit que j'ai senti intérieur, c'était ça. Mais moi, ça faisait comme si j'avais tapé sur un tas de bois, comme on voit souvent sur les chantiers, quoi. Voilà, c'est un bruit que j'arrive pas à effacer. Quand le médecin m'a annoncé que j'étais paraplégique, je lui ai demandé ce que ça voulait dire. Et il m'a répondu, vos membres inférieurs sont inactifs. Et la première question que je lui ai posée, mais alors je peux plus faire carreleur. Ah non, non, ça, et jouer au foot non plus. Non, non plus. Pendant près de 10 ans, Mario se bat pour faire reconnaître ses droits. Sur le banc des accusés, on trouve tout en haut de la pyramide le représentant du maître d'ouvrage, le client qatari. En dessous, les différents directeurs des travaux. À leur égard, le juge a la dent dure. Le chantier, relève-t-il, est particulièrement chaotique. On relèvera que plusieurs témoins, non intéressés à la présente cause, ont relayé de manière conjointe que ce chantier était mal organisé, pour ne pas dire catastrophique. Catastrophique, les gens qui travaillaient dans des conditions, par exemple les plâtriers, les peintres qui travaillaient dans des conditions assez déplorables. De fait qu'ils étaient peut-être en retard, je ne sais pas, mais il y avait trop de stress entre eux. Et on le sentait dans les pauses parce qu'on les entendait parler. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que la sécurité était prise au sérieux sur ce chantier ? Bah écoutez, je ne vais pas vous dire qu'elle était prise au sérieux, sinon je ne serais pas en fauteuil volant. Les juges s'étonnent qu'aucune entreprise externe en charge de la sécurité n'ait été engagée, comme c'est l'usage sur les chantiers de cette ampleur. Un témoin affirme que les ouvriers empruntaient ce passage dangereux parce que l'ascenseur était inutilisable, faute d'investissement. Une des causes indirectes de l'accident avancée dans le jugement est que les richissimes qataris ont rogné sur les frais de sécurité. Vous estimez toujours qu'il y avait des responsables de ce qui vous est arrivé ? Bah, s'il n'y avait pas eu de responsables, ils n'auraient pas été condamnés par les tribunaux. Ils ont fait appel 2 fois. Et la dernière fois qu'ils ont fait appel, ils ont été jusqu'au tribunal fédéral. Et si le tribunal fédéral m'a donné raison, c'est qu'il y avait des torts. À fin 2024, le tribunal fédéral confirme la condamnation du maître d'ouvrage et de 2 directeurs des travaux pour lésions corporelles graves par négligence. Ils sont condamnés à des jours d'amende. Il donne ainsi raison au tribunal de Lausanne qui disait ceci. Ainsi, la direction des travaux était au courant de cette problématique et n'a sciemment rien entrepris pour y remédier, puisque ce passage lui était nécessaire pour permettre le passage de matériel. Maître Julien Pache est l'avocat d'un des directeurs de travaux condamnés. Pour lui, qui défend souvent les entrepreneurs et les architectes, les exigences en matière de sécurité sont devenues intenables pour ses clients. Pour Maître Pache, c'est d'autant plus compliqué de s'y retrouver qu'il existe en Suisse une police des chantiers, c'est la SUVA. À la fois assureur et inspectrice du travail, elle est souvent considérée par les entrepreneurs comme la garante de la sécurité des chantiers. La SUVA visite toujours ponctuellement les chantiers. Elle va procéder à des contrôles qu'elle estime elle-même non exhaustifs. Et le problème avec ces contrôles non exhaustifs, c'est qu'ils sont vus comme étant exhaustifs par les intervenants sur le chantier. Alors évidemment, ça va générer une confiance sur ces intervenants-là, qui, eux, vont penser que tout est en ordre. Et ça aura souvent pour corollaire de masquer des lacunes de sécurité qui existaient, d'éviter un esprit critique, notamment du surveillant de chantier à ce sujet. Le chantier du Royal Savoie n'a d'ailleurs pas échappé aux inspecteurs de la SUVA qui s'y sont rendus à plusieurs reprises. Le client, défendu par Maître Pache, affirme dans sa déposition qu'il a fait confiance à la SUVA et qu'il croyait le chantier sans danger. À cette époque, la SUVA faisait des contrôles réguliers du chantier. Cela m'a incité à ne pas remettre en question l'organisation du chantier. Dans les rapports de la SUVA, je n'ai constaté que de petites remarques, mais rien d'alarmant. Je n'ai donc pas remis en question quelque chose qui avait l'air de fonctionner. Sur le chantier de Malais aussi, la SUVA a mené plusieurs inspections avant l'accident. C'est sa mission sur quasi tous les chantiers suisses. La SUVA est souvent présentée comme le modèle idéal, à la Suisse. Organisme paritaire composé de représentants de la Confédération, des employeurs et des syndicats, elle a mené près de 10 000 inspections en Suisse en 2024. Pour savoir comment ça se passe,
Nous avons suivi Mathieu Jacotet sur un chantier de la banlieue de Lausanne. Petite précision, l'entrepreneur a été informé au préalable de notre visite, ce qui n'est pas la règle. Dès que je vois un chantier, typiquement avec une grue par exemple, ou une activité assez importante sur le chantier, je vais m'arrêter. Mais ça pourrait très bien être tout d'un coup une entreprise qui travaille sur un toit, en train d'installer des solaires, 2 personnes sur un toit. Et là, je vais m'arrêter aussi pour contrôler le chantier. Et vous en faites combien à peu près par semaine? Par semaine, en moyenne, donc la moyenne basée sur une année, à peu près 10 contrôles par semaine. Pour pouvoir accéder aux étages supérieurs? Ouais. Aussi, là, c'est très bien les moyens d'accès en hauteur qu'ils ont. Quand on arrive sur un chantier, en général, la visite dure une trentaine de minutes. C'est vrai qu'on va s'arrêter sur ce qu'on appelle les défauts manifestes. Donc, ce qu'on voit. Situations dangereuses qui sont visibles. Direction l'échafaudage, une zone à risque classique, comme à Malais. Ici, c'est une situation classique sur un chantier. Donc, ce qu'on regarde, c'est la distance de l'échafaudage par rapport à la façade du bâtiment. On considère qu'à partir de 30 cm, il y a un risque qu'une personne puisse tomber entre le bâtiment et l'échafaudage. Donc, ce qu'on regarde, c'est vraiment cette distance-là, typiquement entre le bord de dalle et le bord de l'échafaudage. On voit qu'il y a moins de 30 cm, donc ça, c'est une situation qui est tout à fait conforme. Il y a plein de chantiers, oui, où l'échafaudage bouge complètement, il est mal ancré, des échafaudages qui n'ont pas d'ancrage, des échafaudages, des plateaux qui sont enlevés, reposés, des plateaux en porte-à-faux, des échafaudages qui sont montés avec un mélange de fabricants. Donc, ouais, il y a vraiment de tout. Oui. Aujourd'hui, l'entreprise Marty a fait tout juste et passé son inspection. Cela vaut-il pour autant alors comme un certificat de bonne mœurs en matière de sécurité? Non, justement pas, parce que c'est des visites qui ne sont pas exhaustives. On ne peut pas avoir une vision de l'ensemble des dangers sur un chantier. Il faut imaginer qu'il y a des chantiers qui ont très grands chantiers, comme celui-ci typiquement. Et en plus, le danger sur un chantier, il est évolutif. Chaque heure, chaque jour, il y a un nouveau danger qui apparaît. En cas d'urgence vitale, l'inspecteur de la SUVA peut même arrêter le chantier. Il peut aussi sanctionner financièrement l'entrepreneur. La sécurité sur les chantiers, c'est donc d'abord de la responsabilité des entreprises. Mais la peur du gendarme, en l'occurrence la SUVA, fonctionne plutôt bien. Alors, on peut dire que ces 20 dernières années, on a un recul des cas d'accident. Et ça, c'est tout à fait réjouissant. Par exemple, dans le milieu de la construction, on a un recul autour de 18% des cas très graves et mortels sur ces 20 dernières années. En effet, les accidents très graves dans la construction, soit ceux qui excèdent une année d'arrêt de travail qui mène à l'invalidité ou pire au décès, sont en baisse de 18% dans le secteur de la construction. En revanche, les accidents dits graves, ceux qui provoquent un arrêt de travail entre 3 mois et 1 année, ont bondi de 18% ces dernières années. On a un petit peu de peine à faire le lien de causalité, dans le fond, entre les délais, le prix, le stress et éventuellement l'accident. Ça, c'est quelque chose de scientifiquement documenté? Oui, alors pour nous, c'est très clair que le stress ne va pas aider en termes d'accident. C'est-à-dire que le stress va contribuer à augmenter la problématique d'accident. Mais dans le milieu de la construction, je pense que du stress, il y en a toujours eu. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, il y en ait plus qu'avant. Peut-être dans certaines branches, c'est possible. Mais voilà, globalement, nous, on constate quand même une baisse des accidents. Il y a un secteur pourtant qui fait exploser les statistiques, les échafaudages, les mêmes qui ont provoqué la tragédie de Malais. Dans ce secteur, les chiffres sont alarmants, 600 accidents par année. Chaque année, un monteur sur 4 est victime d'un accident, soit une augmentation de 40% en 10 ans. Jean-Michel Brouillard, responsable du secteur échafaudage à Unia, nous emmène en tournée dans l'Ouest lausannois. Mission, nous montrer la dangerosité du métier. C'est la phase la plus dangereuse. Ouais. C'est la phase où il a le plus de risque de chuter. Regardez, son collègue lui transmet le cadre, il doit se pencher pour attraper le cadre. Donc sa seule sécurité, c'est le harnais. En cas de chute, il n'y a que le harnais qui va lui éviter d'arriver jusqu'en bas. C'est pas pour rien que c'est le métier le plus accidentogène de la construction. C'est quand même 2 fois plus que les maçons. En cas de chute, il n'existe donc qu'une seule sécurité, le harnais. Mais pour les syndicats, cela ne suffit pas. Ils exigent des équipes obligatoires de 3 monteurs. Or, pour des raisons économiques, les échafaudeurs travaillent le plus souvent en équipe de 2.
Trop dangereux, proteste Unia, car en cas de chute, le harnais peut s'avérer aussi un piège mortel pour l'ouvrier, suspendu dans le vide. On dit qu'au bout de 10 minutes, il y a un risque d'atteinte à la santé. Au bout de 20 minutes, il y a un risque de mort. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. On le trouve dans toutes les publications de la SUVA. Donc c'est clair, il y a un risque réel que tout le monde sait, que si le gars reste pendu dans son harnais, il faut être capable d'assumer le sauvetage en 10 minutes. Donc une équipe de 3, c'est impossible à 2. C'est impossible de respecter le délai des 10 minutes et encore même pas le délai des 20 minutes. Pour le syndicat Unia, cette affaire de travail en équipe à 3 est une question de principe. Elle est emblématique de l'équation diabolique qui hante les chantiers. Garantir la sécurité sans entraver pour autant la sacro-sainte liberté helvétique du commerce et de l'industrie. Car travailler à 3 plutôt qu'à 2, c'est évidemment débourser un salaire de plus. Patron de son entreprise, Cédric Cagnazzo est aussi président de la Société suisse des entrepreneurs en échafaudage, la CESE. Pour la fêtière des échafaudeurs, c'est aux entreprises de décider comment elles veulent travailler et pas aux syndicats. Et les syndicats, eux, veulent souvent imposer. Et on dit souvent qu'on ne peut pas imposer ça parce que dès qu'on remet une règle, alors déjà ça fait une règle de plus, mais après il faut la respecter. Et qui dit la respecter, il faut aussi contrôler. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas voulu figer ça. On laisse vraiment cette liberté. Mais comme association fêtière, vous mettez en avant la sécurité ou vous mettez en avant la rentabilité? Alors c'est un tout. Je veux dire, quand on est patron, il faut regarder la rentabilité, il faut regarder la sécurité, il faut regarder aussi le bien-être, il faut regarder aussi les investissements pour le long terme, la formation. Il y a vraiment, en tant qu'entrepreneur, il y a beaucoup de choses à penser. J'aimerais surtout parler des conséquences d'un accident, si on est 2 ou si on est 3. Ouais. Vous savez en combien de temps on peut mourir si on est suspendu à un harnais? 20 à 30 minutes. Mais est-ce que ça plaide pas alors pour systématiser les équipes à 3, si on veut vraiment mettre la sécurité en avant? Je pense que ce n'est pas moi qui dois répondre par rapport à ça, c'est plutôt les spécialistes qui doivent répondre. La SUVA a son idée, mais nous, on ne veut pas se positionner pour dire voilà, il faut cette règle-là. En 2022, une inspection du contrôle cantonal des chantiers de la construction, une organisation paritaire vaudoise, a mené une inspection surprise auprès de 29 chantiers du canton. Les résultats sont accablants. Seuls 3 monteurs en échafaudage sur 55 avaient suivi une formation de sauvetage. Une seule entreprise disposait d'un équipement de sauvetage sur le chantier. Seul un quart d'entre elles travaillaient en équipe à 3. Malgré des années de négociations sous les auspices de la SUVA, les employeurs des échafaudages n'ont toujours pas l'obligation de renforcer leurs mesures de sécurité, malgré les statistiques. Grosse colère du syndicaliste. Je suis très fâché parce que je ne supporte pas que depuis 2019 que je fais ce travail de dénoncer ça, il n'y a rien qui a été fait pour y pallier. Que tu fasses un métier à risque, c'est un fait, c'est un métier à risque. Mais qu'on ne prenne pas les dispositions pour limiter ce risque, ça me met en colère, c'est juste pas possible. Et c'est des pères de famille qui vont travailler tous les jours en connaissant ce risque, la boule au ventre. On rencontre la SUVA 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 1 fois au niveau 2 fois, 3 fois au niveau régional, puis après au niveau national. On rencontre la SUVA avec la CESE. Et résultat, ils ne sont toujours pas protégés. Alors peut-on compter sur la SUVA pour garantir la sécurité des ouvriers sur les chantiers? De nombreux acteurs de la construction considèrent que le gendarme des chantiers est une success story, un exemple de compromis fédéral. Mais depuis la tragédie de Malais, les critiques se font plus cruelles. Pourquoi la SUVA n'est pas là pour nous protéger? Des fois, ils passent sur les chantiers, ils nous cassent la tête pour des choses vraiment sans importance. Et on voit cet accident. Alors il y a vraiment quelque chose qui ne joue pas. Pourquoi il y a des gens qui sont morts? Pourquoi un accident comme ça arrive en Suisse, avec tous les contrôles qu'il y a? En plus, un bâtiment de la SUVA. Vous avez bien entendu, le maître d'ouvrage, autrement dit le client et propriétaire du projet Malais Phare, c'est la division immobilière de la SUVA. La SUVA possède en effet un imposant parc immobilier d'environ 8 milliards de francs dont les rendements permettent de couvrir ses prestations d'assureur, dont 80 000 rentes. Le projet de Malais est son dernier joyau. Assureur, inspecteur et promoteur immobilier, jusqu'ici cela n'avait gêné personne, mais quand une tragédie survient sur un chantier de la SUVA, inspecté par la SUVA,
Cela ressemble à ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Pour moi, il n'y a pas de conflit d'intérêts, dans le sens où on a le rôle, en tant qu'organe d'exécution, de contrôler les entreprises et non les maîtres d'ouvrage ou les investisseurs. Donc nous, on remplit notre rôle, quel que soit finalement le chantier. Et on l'a fait sur ce cas comme on le ferait sur d'autres chantiers dans toute la Romandie et dans toute la Suisse. Ça, c'est donc la réponse de la SUVA, celle qui porte la casquette d'inspecteur. Après de longues négociations, la SUVA a finalement accepté de nous donner aussi la réponse de sa direction financière, celle qui porte la casquette de maître d'ouvrage. Nous regrettons vivement ce tragique événement et nous présentons nos condoléances aux familles et aux amis des victimes. Ce grave accident sur un chantier où nous sommes maîtres d'ouvrage nous a bouleversés. D'autant plus que la sécurité des chantiers est l'une de nos missions essentielles pour laquelle nous nous engageons chaque jour. Quant au conflit d'intérêts, le grand patron des finances de la SUVA, qui supervise aussi l'immobilier, le conteste. Cela peut sembler être le cas à première vue, mais ce n'est pas le cas. Les personnes et les unités organisationnelles chargées du contrôle des chantiers sont séparées du reste de la SUVA, de l'assurance, de l'activité de placement. Elles travaillent sur mandat de la Commission fédérale pour la sécurité au travail, dont elles reçoivent leur budget, et tout cela est réglé précisément par la loi. De plus, ce ne sont pas les investisseurs, les maîtres d'ouvrage, qui sont contrôlés, mais les entreprises qui sont actives et qui emploient du personnel sur les chantiers. De notre point de vue, il n'y a donc pas de conflit d'intérêts. Je pense que être maître d'ouvrage et être en même temps l'organe de contrôle de ses propres chantiers, ça peut créer des confusions et à un certain laxisme au niveau des contrôles parce qu'il y a une contradiction par rapport à ces deux fonctions. Sur la question de fond, que l'assureur, le maître d'ouvrage et le contrôleur sont sur le même toit dans la même entité, je pense que c'est un problème. Et ça peut favoriser le conflit d'intérêts. La SUVA est en effet dans une situation très délicate, comme le montrent les documents internes que temps présent s'est procuré. Car au cœur de l'enquête du procureur se trouve l'entreprise d'échafaudage Roth, la plus importante de Suisse. C'est elle qui a posé l'échafaudage de Malais. Des mails internes à l'entreprise indiquent que 6 mois avant l'accident, l'échafaudeur s'attend à une importante visite de sécurité avec la SUVA. Pour rappel, une grande réunion est organisée le vendredi 9 février 2024 sur le site par la SUVA pour tous les sujets relatifs à la sécurité. Or, le jour même de cette réunion, le 9 février, il manque encore un important document, une attestation officielle qui garantisse la résistance des ancrages de l'échafaudage. Et puis, il y a cette question du responsable de l'échafaudage à son directeur. Des renforts doivent-ils être ajoutés à partir de 50 mètres de hauteur ? Réponse. Pour l'instant, pas. 6 mois plus tard, l'échafaudage s'écroule et c'est la tragédie. L'enquête pénale est confiée au ministère public vaudois qui réclame à tous les responsables du chantier des renseignements pour son enquête. Dans l'ordre, sont interrogés parmi les entrepreneurs, l'entreprise d'échafaudage Roth, les entreprises générales Perspective Construction et JPF, et bien sûr, le maître d'ouvrage, la SUVA, à qui le procureur Éric Mermoux réclame entre autres tous les rapports de contrôle effectués. Dans la mesure où la SUVA est intervenue en tant que maître d'ouvrage de l'immeuble concerné, je vous serai gré de bien vouloir me transmettre les documents suivants. Toutes les photos du chantier, tous les rapports de contrôle effectués. Mais dans le même temps, la division sécurité au travail de la SUVA, l'organe d'exécution des inspections, mène sa propre enquête. Elle réclame elle aussi à l'échafaudeur Roth tous les protocoles de contrôle de l'échafaudage. Alors, la SUVA enquête-t-elle sur elle-même ? Disons qu'on n'a pas forcément accès à tous les documents, donc c'est un peu compliqué de faire cette enquête. On a des hypothèses, et puis disons que je pense que c'est important de savoir qu'on doit comprendre ce qui s'est passé.
Donc du point de vue très factuel, oui, vous menez votre propre enquête. Je pense qu'on doit le faire, oui. En tant qu'organe d'exécution, on doit mener notre enquête pour comprendre ce qui s'est passé. Ni les entreprises impliquées, ni le procureur ne font de commentaires à ce stade sur l'enquête pénale. Les attentes sont immenses du côté des victimes. Moi, je voudrais savoir, c'est qui le responsable de tout ça? Je ne veux pas d'argent, mais je veux que quelqu'un paie. Je sais qu'il y a des grands chefs, des grandes entreprises qui ont les moyens de payer des avocats, des bons avocats. Mais s'il y a quelqu'un qui a fait une erreur, c'est lui qui doit payer, et c'est lui qui doit aller en prison. Bien sûr, il est trop tôt pour désigner les coupables de cette tragédie. Mais l'enquête pénale suscitera forcément des questions de fond. Qu'est-ce qui a déraillé? La tragédie de Malais est-elle révélatrice d'une dérive générale du système? Patron des entrepreneurs genevois de la construction, Nicolas Ruffener ne veut pas tirer de conclusions hâtives sur Malais avant les résultats de l'enquête. Cela ne l'empêche pas d'être en colère contre le système en général. La raison pour laquelle j'ai une certaine forme de colère vis-à-vis du système, c'est que on se retrouve avec une pression qui est mise par le haut et qui ne tient pas compte des conséquences que ça peut avoir sur toute la chaîne de production et sur les risques encourus par les gens qui sont appelés à travailler sur les chantiers. Et ceci provient notamment du fait que ces maîtres d'ouvrage sont très attachés à des délais d'exécution, à des conditions de prix qui sont déconnectées de certaines réalités. Le problème, c'est la responsabilisation des maîtres d'ouvrage et des entreprises générales, donc monter à un échelon supérieur. Et je pense qu'il va falloir passer par quelque chose en la matière pour essayer d'enrayer la spirale dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On a un peu l'impression quand même à vous entendre, ainsi que M. Ruffener, que les méchants dans tout ça, c'est ceux qui sont un petit peu au sommet de la pyramide, c'est-à-dire les clients, les maîtres d'ouvrage, ceux qui veulent construire absolument au prix le plus bas, non? Oui, clairement. Écoutez, ce sont des gens qui investissent, qui veulent du rendement. Jusque-là, on ne peut pas leur reprocher. Hein. Mais il ne faut pas construire non plus coûte que coûte. Je crois que c'est ça qu'on veut dire par là. Et quand on lui présente plusieurs offres et que certaines sont 30%, 40%, 50% moins chères que la suivante, ce maître d'ouvrage doit se poser des questions sur la validité d'une telle offre. Et c'est là où le système, si vous voulez, nous dérange. C'est qu'on a extrêmement peu de moyens en tant qu'entrepreneur, au bout de cette chaîne, de faire valoir son prix, le juste prix. Si on va au-delà, si on transgresse les principes de base, de sécurité, ou, les principes qui font que l'on fait un travail dans les règles de l'art, si on transgresse ces règles, évidemment, on peut rapidement aussi offrir des prix nettement plus avantageux. Et c'est ce qui se passe dans notre secteur, peut-être de façon plus marquée que dans d'autres. La Fédération vaudoise des entrepreneurs a été profondément ébranlée par l'accident de Malais, elle qui a beaucoup investi dans la formation et la sécurité. Peut-être lorsqu'on connaîtra les conclusions de l'enquête, quand on en saura davantage sur ce qui s'est passé, ça nous amènera certainement à évidemment y réfléchir et peut-être à prendre encore d'autres mesures. Mais moi, je tiens ici à rappeler qu'on n'a pas attendu l'accident de Malais pour prendre une série de mesures de manière quotidienne, des mesures qui se renforcent davantage. Ce centre a été inauguré il y a une année. Il permet d'offrir davantage encore de cours sur la sécurité. Les risques de chute. Aujourd'hui, au tout nouveau centre de formation des Chalands, on assiste au cours de sécurité pour une des activités de la construction la plus exposée au danger, le travail à la corde. Thème de l'exercice, sauvetage d'un ouvrier qui a perdu connaissance. Être formé, encadré et surtout écouté, c'est justement ce dont rêvaient Thomas et Mathieu, cordistes de profession. Ce sont des acrobates des chantiers qui savent accéder aux endroits difficiles grâce à leur technique de corde. C'est bon. Et c'est parti. À la moindre erreur, on peut mourir, tout simplement. Un nœud mal fait, une corde mal attachée, un matériel un petit peu défectueux ou quoi que ce soit, c'est l'adversité tout de suite, quoi. Faut vraiment faire attention, faut vraiment avoir toute sa tête, faut vraiment avoir les idées claires et surtout faire attention à son binôme, à son collègue, quoi.
L'histoire de ces deux cordistes français venus de leur montagne de Haute-Savoie est emblématique d'un autre facteur d'accident sur les chantiers. La loi du silence. Briser l'omerta pour dénoncer l'insécurité, c'est s'exposer à perdre son travail. Mathieu et Thomas ont accepté de témoigner, mais ils savent qu'ils ne travailleront probablement plus en Suisse romande. Quand ils signent leur contrat de travail en décembre 2022, les deux frères savoyards sont aux anges. Leur nouvel employeur est un des plus gros groupes de la construction en Suisse romande, Grisoni Zaug, du solide. On est arrivé en Suisse, on avait l'espoir que ça soit très carré, beaucoup de lois, beaucoup de sécurité, beaucoup de normes. Donc on s'est dit que ça allait être juste génial. Et donc on était super contents et émerveillés même. On avait les grands yeux, on a vu la grande boîte avec toutes ces machines. On s'est dit, waouh, on va pouvoir faire justement en plus notre métier avec des grosses choses. Thomas et Mathieu doivent malheureusement déchanter. Comme le montrent les vidéos que nous nous sommes procurées, leurs conditions de travail ne sont pas à la hauteur des attentes. Elles sont même alarmantes. Les zones de travail ne sont pas toujours sécurisées, les machines sont parfois défectueuses, il manque souvent du matériel de secours. Et puis les choses s'aggravent. C'est d'abord Mathieu qui est victime d'un accident en avril 2023. Une barre de métal mal soudée, une machine qui tombe dans le vide. Il manque d'être grièvement blessé, voire tué. Regarde, c'est même pas percé, c'est juste posé et il y a la soudure qui est là, quoi. Voilà. Et tac, ça vient comme ça. En août 2023, c'est cette fois Thomas qui subit un choc cérébral. Un outil de chantier mal adapté le frappe en plein visage et l'assomme. Et j'ai envie de vomir, j'ai les lèvres engourdies, là je me pose. Chef d'équipe, Thomas et Mathieu retournent au travail, mais la colère gronde parmi les cordistes de Grisoni qui demandent à rencontrer la direction. Selon les deux frères, l'entreprise oppose un refus catégorique et menace de sanctions. En octobre 2023, Thomas est appelé sur un chantier particulièrement périlleux. Nous y sommes, sur ce viaduc ferroviaire au-dessus de Clarens, près de Montreux. Ce qu'il voit alors lui glace le sang. L'énorme rocher qu'il doit sécuriser menace un échafaudage instable. Alors voilà, on est au viaduc. On nous dit de sécuriser cet énorme caillou. On n'a pas de filet, on n'a pas de barrière de protection. On est sur un échafaudage de 50 mètres au moins. Et y a une machine juste là. Donc, pas possible, quoi. Tout le monde peut le comprendre, même ma petite sœur. Les cailloux, ils amènent la gravité en bas. Donc, si ce caillou lâche, il aurait tombé sur un échafaudage qui fait tout l'échafaudage du viaduc. Donc, après, c'est un château de cartes qui s'enlève tout en même temps, quoi. C'est là où j'ai dit, moi, je mets un stop et on arrête au moins ce chantier, on arrête de travailler. Le fait de mettre un stop, c'est de mettre un stop, c'est-à-dire on arrête de travailler. Par contre, moi, j'étais responsable pour faire en sorte de mettre la sécurité. Donc, au lieu de travailler pendant 2 jours, je mets la sécurité pendant 2 jours, et dès que c'est sécurisé, on peut revenir travailler. Quelques jours plus tard, c'est au tour de Mathieu d'entamer une mission dangereuse. Suspendu à sa corde, il s'agit de nettoyer la muraille du château de Grandson qui surplombe la voie de chemin de fer entre Yverdon et Neuchâtel. Impossible, selon lui, de travailler ici sans se mettre en danger. Là, moi, assis sur une corde, j'ai les genoux, je suis à peu près à moins de 1,50 m du poteau, donc du câble électrique. Et vous avez la tension électrique, et vous avez les trains qui sont actuellement en train de passer. Voilà la zone qu'on m'a demandé de travailler. Moi, j'ai fait la zone qui était là-bas, qui était à plus de 5 mètres des rails. Mais quand je me suis rapproché d'ici, c'est là où j'ai mis mon stop. J'ai dit, écoutez, c'est quand même dangereux. Il n'y a aucune signalisation pour les trains. Il n'y a rien. Ils ne savent même pas qu'on est là. À son tour, Mathieu émet un stop et demande à arrêter le chantier afin que des dispositions de sécurité soient prises. Voici en quoi cela consiste, expliqué dans ce petit clip de la SUVA, tourné avec la complicité de l'entreprise Grisoni. Stop. En cas de non-respect d'une règle vitale, il faut dire stop, interrompre le travail en cours, rétablir les conditions de sécurité et ensuite on peut reprendre le travail. Là ça va, je suis bon ou bien? Non, comme ça va pas. Bah c'est vrai que je ressemble un peu à un fil rôti. Ah là c'est mieux.
Arrêter un chantier pour des raisons de sécurité, c'est donc une des clés de voûte de la prévention des accidents. Ça va même au-delà du droit, c'est un devoir. Un ouvrier ou un chef de chantier, un contremaître ou je ne sais qui se trouve sur un chantier, qui voit une situation problématique, il doit stopper le travail, corriger si lui-même il y arrive, et s'il n'y arrive pas, il doit référer à son responsable. Et puis la situation doit être corrigée avant que le travail reprenne. Et ça, c'est vraiment un élément essentiel pour nous à la Suva. Ça s'appelle les règles vitales. Et en suivant ces règles vitales, on va éviter de nombreux accidents. Appliquer les règles vitales, interrompre le chantier afin de le sécuriser, c'est ce qu'exige par écrit Thomas auprès de Grisoni. Mais le lendemain de la réception du courrier, l'entrepreneur le convoque dans ses bureaux. On était avec le directeur adjoint, le QCE, donc le chef sécurité de toute la boîte, et le RH. Et donc je me suis dit, on va pouvoir parler de tout ça. Or, au final, j'ai compris que c'était pour me virer. Prends ton papier et va-t'en. Mais surtout, ce que j'en retiens, c'est qu'en gros, ils avaient des chantiers ferroviaires qui étaient des gros clients. Ils commençaient à se mettre dans le ferroviaire, donc ils ne pouvaient pas se permettre d'arrêter un chantier parce que monsieur avait dit qu'il y avait un stop à avoir. Donc, en gros, le lendemain, je me suis fait virer après avoir mis mon stop. Nous avons reconstitué un extrait de l'entretien sur la base du récit de Thomas. C'est vrai que sur le chantier de Clarens, avec ce qui s'est passé dernièrement, c'est compliqué de continuer la collaboration. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même des engagements avec un client qui est très important. Il y a du personnel Grisoni sur le chantier. Qui est en danger. On ne peut pas bloquer le chantier. Quant à Mathieu, il subit le même sort. Le 27 octobre 2023, il demande à arrêter le chantier de Grandson pour raison de sécurité. Le jour même, il est informé de son licenciement. Officiellement, Grisoni allègue une baisse d'activité économique et une restructuration. Les deux frères Navarro ont porté plainte pour licenciement abusif et réclament des indemnités. Contactée à de nombreuses reprises, l'entreprise Grisoni n'a pas souhaité répondre devant nos caméras. Elle a choisi à son tour de déposer plainte pénale contre les deux frères pour avoir filmé des vidéos sur les chantiers et sur d'éventuelles violations de leurs devoirs de sécurité. Voici ce que nous écrit Grisoni. Nous tenons à clarifier la situation sur le fait que les licenciements n'ont aucun lien avec les dénonciations sécuritaires des demandeurs. Nous avons toujours donné suite aux dénonciations alertes lorsqu'elles étaient fondées et pertinentes. La sécurité et la protection de nos collaborateurs sont au centre de nos préoccupations. Pour le syndicat UNIA, à qui ce cas a été rapporté, cette affaire illustre cependant la défaillance du système d'alerte mis en place par la SUVA. Ça marche clairement pas, parce qu'on dit aux travailleurs de dénoncer, mais ou d'arrêter le travail. S'il le fait, il n'y a aucune protection pour ne pas être licencié. Et là, il y a un vrai problème. C'est la triste constatation qu'on fait de cet événement-là et de ce cas-là, parce qu'en Suisse, malheureusement, il n'y a pas une vraie protection des licenciements par rapport à ce type de situation. Coïncidence ou négligence ? 6 mois après les messages d'alerte envoyés par Thomas Navarro, un grave accident frappe le chantier de Grisoni à Clarens, dont il avait dénoncé les conditions de sécurité. Un inspecteur de la SUVA s'était même rendu sur le chantier après son stop. Mais en mars 2024, une pelle mécanique bascule dans le vide et s'écrase au fond d'un ravin. Le conducteur est éjecté dans la rivière et gravement blessé. Une enquête pénale est ouverte, elle n'est toujours pas terminée. Ni Grisoni, ni la SUVA n'ont répondu à nos questions sur cet accident. Se blesser ou mourir sur un chantier n'est pas une fatalité. Le rapport d'expertise sur la tragédie de Malais et probablement le procès relèveront les facteurs multiples qui ont sans doute provoqué ce désastre. Une vérité pas forcément bonne à dire, qui pourrait ébranler le monde de la construction. Quant aux victimes et à leurs proches, la vérité sur Malais, c'est évidemment ce qu'elles réclament. J'en veux à personne parce que... En vrai, non, je peux pas en vouloir à quelqu'un, c'est un accident malheureux, mais... Je voudrais juste savoir la vérité, quoi.
Et si cette vérité révèle des négligences ou du stress ou de la pression? Je pense que là, je serais un peu énervée.